Gros plan consacré au long métrage Hiver à Sokcho en compagnie du réalisateur Koya Kamura. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous avez fait des courts métrages auparavant. Ça, c'est votre premier long métrage. Vous avez choisi d'adapter au cinéma donc le roman éponyme d'Elisa Chua du Sapin, qui a été récompensé de pas mal de prix, notamment le prix Régine Desforges. Alors pour quelles raisons vous avez choisi de vous emparer de cette œuvre ? En fait, au départ, je travaillais sur un autre projet qui était censé être mon premier long métrage à ce moment-là, et je m'enlisais un petit peu dans l'écriture de ce projet-là qui s'appelle Évaporer, et qui parle de ce phénomène japonais d'évaporation. En fait, ce sont les disparitions volontaires. C'est quand les gens, pour éviter une forme de déshonneur, disparaissent complètement de leur vie, abandonnent femme, famille, enfants, mari, travail, et disparaissent. Et je m'enlisais là-dessus quand je suis tombé sur le livre d'Elisa Chua du Sapin, donc, qui parle de cette jeune femme qui s'est construite toute sa vie dans l'absence de ce père qui l'a abandonnée quand elle était enfant. Et ça a tout de suite connecté avec moi parce que j'ai eu comme une espèce de contre-champ à cette histoire que j'essaie de raconter d'autre part. J'ajoute à ça que cette jeune femme est métissée, elle est franco-coréenne, elle n'a jamais connu ce père français. Je suis moi-même franco-japonais et du coup forcément les questions qu'elle se pose, qu'elle a traversées sont des choses qui pour moi ont vraiment résonné profondément et donc pour moi ça a été une évidence je pense dès les premiers chapitres. Plus j'avançais et plus j'étais conforté dans l'idée et l'envie de l'adapter au cinéma. Alors c'est vrai qu'il y a cette quête d'identité et notamment le personnage féminin principal, Sua. Elle est à la recherche de sa propre histoire. C'est tout à fait ça. Et ce qui m'intéressait là-dedans, au-delà de cette part manquante, sans faire de référence à d'autres films qui sortent en ce moment, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le parallèle avec la Corée du Sud et la Corée en général. La Corée qui est un pays qui est divisé et dans lequel, que ce soit au nord ou au sud, chaque enfant à l'école, on parle de la réunification du pays. Et je trouvais que c'était un bel écho à ce personnage-là qui justement essayait d'une manière ou d'une autre de reconnecter avec cette moitié qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé de creuser avec ce personnage. Alors il y a la recherche et notamment une recherche de figure paternelle au travers du personnage qu'incarne Roche Dizem, c'est Yann Kéran. Il est dessinateur, justement, il fait des romans graphiques, il a un univers très fort qu'on voit d'ailleurs apparaître à l'écran. Et à un moment, il le dit lui-même, je ne suis pas celui que vous cherchez. Et il va y avoir un petit jeu qui se tisse entre eux. Par petites touches. Effectivement, le personnage de Kéran arrive dans sa vie et vient un peu déclencher des interrogations chez elle. Elle va du coup commencer à se poser des questions et du coup à poser des questions à son entourage pour essayer d'en savoir plus sur là d'où elle vient. Et comme vous l'avez dit, moi ce qui m'intéressait dans ce film c'était une quête d'identité, identité sous toutes ses formes. Donc ça questionne cette identité. Est-ce que est-ce que c'est notre passeport qui fait qui on est, la langue qu'on parle, est-ce que la nourriture qu'on mange, ce à quoi on ressemble. Et je pense que tout est traité de cette manière-là. Et du coup, l'arrivée de Kéran, qui est dessinateur, va venir questionner justement son apparence. Elle, c'est une jeune femme qui est métissée en Corée du Sud et qui se sent pas à sa place, ne serait-ce que physiquement déjà. Dans l'image qu'elle renvoie, elle est très grande, elle a les yeux clairs, elle a la voix grave, elle est en décalage par rapport à son entourage. Et l'arrivée de Kéran qui lui dessine des femmes notamment, va venir ajouter à ces interrogations-là. Après, l'arrivée de Kéran va déclencher des questions. Est-ce qu'il résoudra le problème ? Je ne pense pas, je laisserai le spectateur découvrir, mais voilà un petit peu l'idée. Alors, il y a, vous le soulignez, mais c'est vrai que l'apparence physique, et notamment la chirurgie esthétique, il y a un questionnement par rapport à ça, parce que c'est un vrai phénomène dans la société sud-coréenne. Effectivement. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis franco-japonais et quand j'ai découvert le roman, je me suis posé la question d'adapter cette histoire dans une petite ville portuaire au Japon. Et j'ai écarté cette possibilité pour deux raisons. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouvais intéressant de faire écho à l'histoire de la Corée, qui a été divisée. Je trouve que ça faisait écho avec notre personnage. Et l'autre raison, c'est encore une fois, dans ce traitement de l'identité, il y a la question de l'apparence, de notre physique, des injonctions de notre entourage. Et la Corée du Sud a cette présence de la chirurgie esthétique qui est très implantée, très répandue,
pas du tout tabou, ce n'est pas du tout vu comme on peut l'avoir en France. Beaucoup de gens y ont recours parce que malheureusement là-bas, tout compte dans ce qu'on renvoie aux autres, c'est-à-dire que la voiture qu'on conduit, le métier qu'on exerce, le salaire qu'on touche, ce à quoi on ressemble, tout ça c'est ce qui nous définit d'une certaine manière, et ça n'existe que là-bas, et cette présence de la chargistique n'existe que là-bas, et donc du coup pour moi c'était important de conserver cette histoire dans cet environnement. Alors le personnage de Suha, voilà, au-delà de son histoire personnelle et de cette dimension intime, reflète aussi, notamment à travers votre film, des questions universelles, des questions que tout un chacun peut se poser sur ce qui constitue vraiment notre identité, comment on se place à travers le monde. C'est ça, et aussi j'espère ça met en avant un petit peu les injonctions de l'entourage, c'est-à-dire que même des gens autour de nous qui peuvent sembler alliés, par le système et par la manière dont on fonctionne aujourd'hui, viennent remettre en question en permanence ce qu'on est. Et c'est le cas de sa mère, c'est le cas de son petit ami, c'est le cas de tous les gens qui l'entourent, vraiment de la société. C'est quelque chose de systémique. Et donc ça vient un petit peu questionner justement cet aspect-là. Il faut parler de la direction d'acteurs, parce qu'il y a les deux personnages principaux, on les a cités, c'est Suha et Yann Kéran, qui sont interprétés par Bella Kim et Roche Dizem. Il y a autour d'eux beaucoup d'acteurs coréens. Comment on dirige cette mise en scène dans les deux langues, français, coréen, comment ça se passe ? Pour moi, le point de la langue, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais déjà tourné mon premier court-métrage au Japon, avec des comédiens uniquement japonais. J'ai pas un japonais qui est parfait, loin de là, mais les choses se font, fonctionnent. On est nombreux sur le plateau et ça marche. Pour ce qui est de la Corée, effectivement, je parlais pas coréen du tout, mais j'étais très bien entouré, très bien accompagné. Et notamment, mon producteur coréen qui était présent était vraiment derrière moi avec le combo et on vérifiait chaque phrase, chaque intonation, s'assurer que le texte était respecté et que les choses sonnaient correctement. Donc ça s'est fait très naturellement. Après, pour ce qui est de la direction, avec ces deux comédiens qui sont pour moi de part et d'autre du spectre, avec Roche Dizem qui est l'acteur qu'on connaît tous, qui a je ne sais combien de films à son actif, qui est un monument selon moi, et de l'autre côté Bella Kim qui pour le coup était 100% débutante, c'est son tout premier film, elle n'a jamais été devant une caméra pour jouer un rôle. Et au final, ça confirme un petit peu ce que je savais un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de méthode et que chaque comédien est différent et appelle à une relation différente. Et donc pour moi, c'était un vrai plaisir parce que j'ai pu travailler avec Bella d'une manière différente de celle avec laquelle je travaillais avec Rochdi, mais j'ai énormément appris dans les deux cas. Et encore une fois, on était tous autour d'une même envie et du coup tout était très constructif, très créatif. Ils ont beaucoup apporté chacun leur rôle, beaucoup apporté chacun au ton du film aussi, et donc non, pour moi c'était du pain béni, c'était facile presque. Il y a la forme visuelle qui comporte aussi les scènes d'animation, voilà, très poétique, qui porte également le récit. Pour moi, le visuel est très important, et je ne sais pas si c'est parce que je viens de la pub, mais voilà, j'ai vraiment une attirance pour les images. Et donc pour moi c'était important que ça se ressente dans ce film. Et donc il y a eu beaucoup de travail avec ma chef opératrice, Elodie Tatane, avec qui on a beaucoup discuté en amont, on avait beaucoup de références, on a échangé beaucoup de références. Une de mes références est un des premiers films de Koreeda qui s'appelle Maboroshi. Et une autre référence qu'elle avait apportée, elle, pour le coup, c'est un peintre danois qui s'appelle Willem Hammershøi, qui filme des femmes de dos dans des espèces d'appartements, des visuels très monochromes, gris, marron, bleu clair. Et vraiment, ce sont les deux références qui nous ont guidés pendant toute la durée du tournage. Un mot sur un deuxième long métrage, peut-être, voilà, intitulé Évaporé. Film noir, on peut dire ? Je crois film assez noir effectivement, et bizarrement c'est un film que j'ai commencé à écrire avant Hiver à Sokcho et sur lequel je travaille depuis 2019 avec mon co-auteur Mathias Génie. Hiver à Sokcho m'est tombé dessus à ce moment-là et j'ai pu, suite à Hiver à Sokcho et suite à l'expérience d'Hiver à Sokcho, terminer l'écriture d'Évaporé, et nous sommes actuellement en financement. Voilà, peu à peu nos partenaires viennent rejoindre le projet et on est ravis de l'avancement du projet.
Un mot sur le thème? Oui. Évaporer parle d'évaporation et c'est un peu dans la continuité de mon premier court-métrage qui s'appelait Homesick, qui se passait à Fukushima. Et si je le dis en 2 mots, je dirais qu'il s'agit d'un polar d'auteur dans la no-go zone de Fukushima. Parfait, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci à vous Koya Kamura. Iveras Talk Show, on l'aura bien compris, et plein de bonnes choses pour l'aventure du film. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci.